Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter aujourd'hui un conte fantastique de Quentin de Den, histoire d'une archéologue. Très belle écoute à tous. Cliquiti, cracatac, cliquiti, cracatac. Je n'arriverai jamais à me faire au son de la vieille horloge de la directrice Lambe, entreposée dans la salle d'attente de son bureau. Ses ressorts abîmés s'en mêlent et nous font ressentir l'orage à chaque mouvement. Sûrement un moyen pour Miss Lambe de nous rappeler les craquements de sa mâchoire quand elle va nous exprimer notre nouvel ordre de mission. Je suis Alison Orneil, plus jeune diplômée de ma session. Je suis aujourd'hui responsable d'une équipe d'archéologues. L'un des deux autres membres, Roy Esther, est très compétent dans ces domaines, traducteur connaissant plus d'une 50aine de langues anciennes. Il pourrait vous raconter l'histoire de l'humanité, de ceux qui ont découvert le feu à notre âge. Il assista même à la construction du premier monument jamais créé par notre espèce, une statue de terre cuite à l'effigie d'Elikratapu, un chef de clan ayant apparemment sauvé plusieurs fois ses proches quand l'humanité ne savait même pas encore expliquer comment obtenir le feu. Mais bref, je m'égare. Le dernier membre de mon équipe est Ross Cumbert, un petit génie du bricolage. C'est grâce à lui que nous pouvons mener nos enquêtes sur le terrain à bien. Il prend soin de notre matériel et travaille en externe pour que l'on puisse revenir au bercail une fois l'investigation temporelle accomplie. Ah oui, je dois vous préciser, nous allons aux emplacements des vestiges des anciennes civilisations. Ainsi, Roy et moi voyageons dans le temps pour découvrir la civilisation autochtone de l'époque, directement chez eux à leur époque. Plus pratique et amusant que d'examiner des vieux déchets, n'est-ce pas? Enfin, la lumière marquant l'occupation de la directrice éteint et la porte automatique s'ouvre, nous invitant à entrer. Une fois à l'intérieur, nous restons debout devant le bureau, nous inclinons et répétons en chœur « Mes hommages, directrice, que votre grandeur et votre radiance... » Arrêtez ça, équipe Orneil. Vous savez que je n'apprécie guère ces frivoles formalités. D'accord, madame la directrice, répliquai-je, avant que Roy recommence à conter les vieilles histoires pour tenter de faire plier la madame Lambe à respecter les traditions. D'après lui, si on a dû apprendre ces fichus discours, la directrice devrait se forcer à les entendre. Pour ma part, ça me va si je peux les oublier. Après que nous nous soyons relevés, cette dernière nous tend une disquette ainsi qu'un porte-document. Cette femme adore vraiment les vieilles choses. Voici votre nouvel ordre de mission. J'ai demandé à vous voir pour vous les remettre en main propre et vous annoncer que cette mission sera potentiellement dangereuse. Vous allez devoir vous rendre sur une zone fortement irradiée. Prévoyez des tenues anti-radiation. Et surtout, ne vous plaignez pas à propos de ce qui suit. Il faudra vous rendre sur Elstone, terre des Nuxa, interrompit Ross, qui est déjà en train d'éplucher les fiches livrées avec la disquette. En effet. Et pourquoi devrions-nous y aller? Ils sont en pleine guerre. Plus aucun des autochtones n'arrive à s'entendre, et sauf votre respect, je ne tiens pas à rester bloqué à l'époque de leur antiquité, pendant que Ross se sera fait exploser par un quelconque missile perdu durant les barbaries se déroulant là-bas, répondis-je. Qu'elle envoie l'équipe Chislas cette fois. Ce sera vous et personne d'autre. Je ne peux confier cette mission qu'à votre équipe. Vous êtes les seuls à tous avoir un antécédent militaire.
et donc être ceux ayant le plus de chances de survie pour cette mission. Et avant que vous ne posiez la question, nous ne pouvons plus attendre que le conflit sur la planète s'arrête. À la vitesse où ils vont, celle-ci finira d'ici 1 ou 2 ans par être totalement désagrégée et disparaître de l'espace pour faire apparaître de nouvelles lunes sur ses voisines. Eh bien, abandonnez cette mission, madame. On la fera quand celle-ci aura explosé. De toute manière, nous voyageons dans le temps. On n'aura qu'à poser un vaisseau sur le... Arrêtez-vous tout de suite. Vous savez tout aussi bien que moi que c'est impossible. Sans les positions à terre, vous n'arriverez qu'à vous transporter dans le vide spatial, voyant votre planète de destination à des centaines de milliers de kilomètres de vous. Et comme vous ne pouvez faire qu'un seul aller-retour dans le temps, ça équivaudrait à l'échec de votre mission, en plus de la perte de plusieurs millions pour nous. Allez donc, de toute manière, ma décision est déjà prise. Alors vous ne faites que brasser du vent. L'ascenseur vous attend. Au fond de son bureau, une porte coulissante s'ouvre. Nous rentrons dans l'ascenseur menant au train d'expédition privé de l'entreprise. Un long tunnel de verre nous permet d'admirer l'architecture de la cité nommée Algasante, la planète capitale de ce pan de la galaxie. Devant nous, un bal de véhicules, volant comme terrestres, virevoltant au gré de la circulation et passant entre d'immenses immeubles, véritables piliers menant jusqu'au plus haut du ciel. Le silence pèse durant notre ascension, jusqu'à ce que Ross, concentré dans le dossier, le rompe. Notre mission a l'air assez dangereuse en fait. Non seulement les trains ne pourront pas s'arrêter aux abords de la zone, mais il nous faudra sauter en marche et espérer atterrir le plus proche possible de cette zone. Normalement, les mécaniciens ont les directives. On aura juste à sauter au signal. Pour ma part, je devrais atterrir sur un satellite nuxien avec une partie du matériel. Il devrait être inhabité et je pourrai vous suivre en piratant l'engin. C'est moi où on a toujours les missions qui frôlent le vandalisme. C'est plutôt qu'une bonne partie de la galaxie se fait la guerre. Je ne sais même pas comment Algasson est protégé de la guerre civile. Bref, l'ascenseur arrive à la gare. On pourra peaufiner les détails durant le trajet. On en a pour combien de temps d'ailleurs? Jusqu'à Elston, environ 5 jours de voyage. On aura tout le temps de potasser le dossier d'ailleurs, me répondit Roy avec un léger regard vers Ross, l'invitant à ranger ses dossiers et les garder pour plus tard. Devant nous s'étale la gare d'Algasson, immense. Figurez-vous que cette gare stellaire fait tout le tour d'Algasson. L'atmosphère de la planète étant générée par l'énergie relâchée par l'immense structure depuis le sol. Si on lève les yeux, on ne voit évidemment pas les sols et machines, mais un magnifique ciel vert et bleu holographique. À chaque fois que je viens ici, je me dis que le ciel pourrait littéralement nous tomber sur la tête. Mais le plus magnifique, la vision du ciel depuis la gare, les étoiles dans le ciel sont autant de lieux de destination possibles et imaginables. L'unique défaut est l'impossibilité de discuter de vive voix dans la gare, le bruit ambiant forçant à couper les sons extérieurs dans nos casques et activer les communications par micro. Notre train part depuis la voie 42P. Il est à 10 minutes d'ici, départ dans 20 minutes, remarque Roy. Nous prenons donc la route pour notre train, zigzagant entre piétons et véhicules de fonction. Arrivés au train, nous sommes invités à nous installer dans nos quartiers en attendant le décollage. Bon, donne-moi ce dossier, Ross. Je vais regarder de quoi il s'agit. En lisant le dossier, je me rends compte qu'effectivement, cette mission va demander pas mal de finesse. Nous devons nous rendre à l'époque industrielle de cette planète.
afin d'y retrouver une technologie perdue par leur civilisation. Le dossier parle d'un orbe contenant une énergie quasiment illimitée qui permettra aux chercheurs de la société de faire d'énormes progrès dans leurs recherches. Décollage dans 3 minutes. Veuillez attacher vos ceintures et vos effets personnels. Pour cela, il ne faudra oublier aucun détail. Après être arrivé à l'époque de destination, nous devrons rechercher une fréquence spécifique pour obtenir le signal de l'appareil et enfin aller le récupérer sous le nez des autochtones en place. Cela risque de ne pas leur plaire. Décollage dans 1 minute. N'oubliez pas de finir d'attacher vos bagages ainsi que votre ceinture. Alison, ta ceinture, la dernière fois tu as oublié et ça a failli être fatal, dit Roy en souriant. Suivant son conseil, je m'exécute et reprends la lecture du dossier. Décollage immédiat. Ainsi le train s'élance sur le chemin de fer, prenant de plus en plus de vitesse. Des kilomètres d'élan sont nécessaires avant de prendre la rampe. Après le saut, les roues d'acier laissent place au réacteur afin de guider notre trajectoire, destination les horizons d'Elston. Pendant le trajet, nous attendent 5 jours de préparation, entretien du matériel, révision des potentiels, panne logicielle comme matériel et entraînement physique pour garder la forme. En d'autres termes, on n'a pas le temps de s'ennuyer durant le voyage. Vous êtes tous prêts? On va sauter. Nous finissons d'arriver à grande vitesse à destination. Un minuteur nous donnera le signal. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant! Aucun manquement au signal. Nous réussissons tous à sauter à temps. Je vous lâche là. Mon objectif, c'est le satellite qui se trouve à notre droite, dit Ross. Ainsi, il bifurqua de route. Notre distance de communication actuelle nous empêchant de communiquer avec lui. Il nous faudra attendre d'être à terre pour être sûr qu'il ne se soit pas écrasé sur la paroi. Mais pas le temps d'y penser. Moi et Roy étant nous-mêmes dans une position délicate, nous entrons dans l'atmosphère d'une planète. Heureusement, nos combinaisons sont épaisses et les systèmes de refroidissement opérationnels. Il nous faudra juste ouvrir les parachutes à temps, ni trop tôt pour qu'ils ne se consument pas dans l'atmosphère, ni trop tard pour ne pas être aplatis comme des crêpes. Voir l'aura de feu à travers la visière du casque a quelque chose de magnifique et d'intimidant. Une fois assez bas, la température se stabilise et l'aura disparaît, marquant le moment où nous pouvons ouvrir nos parachutes. Mais comme toujours, celui qui ouvre son parachute en premier est une poule mouillée, proclama Roy comme un défi. D'habitude, il propose un concours de figures, mais j'imagine qu'il veut éveiller son adrénaline avant d'entrer dans une zone de guerre cette fois-ci. Ok, Roy, mais ne fais pas de demande d'accident de travail si tu te casses quelque chose. Ainsi, la lutte commença. Roy partit en piquet, la tête la première, vers le sol qui s'avançait alors à grands pas. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je ne ferai pas de même? Je le suis donc. La tête la première vers le sol, 600 mètres nous séparent alors de l'impact fatal. Un signal d'avertissement commence à résonner dans nos casques. 550 mètres, ça commence à devenir critique. Mais Roy n'a pas l'air de s'en soucier. 500 mètres. Même avec les parachutes, le choc sera minutieux à négocier. 450 mètres, 400 mètres, Roy décide enfin d'ouvrir son parachute. Consciente du danger, je fais de même directement à sa suite. Ah, le sol s'approche trop vite, pas le choix. Plier les genoux. Je m'approche de plus en plus du toit d'une maison à moitié écroulée. Roy plutôt vers ce qui semble être le parking d'un ancien magasin. Mes pieds touchent le sol, vite une roulade.
pour moins ressentir le choc et le parachute qui vient m'envelopper. Ah, ouh, c'était puissant comme sensation. Typiquement Roy, toujours à s'extasier d'avoir mis sa vie en danger. C'était vraiment risqué cette fois, poule mouillée. Après un rire commun, nous nous mettons au travail. D'abord, trouver un endroit propice pour la balise de communication. Le toit à moitié écroulé étant un bon abri à couvert, nous décidons de l'installer sur place. Allô? Allô? Ross, tu me reçois? 5 sur 5, Allison. Leur satellite est vide. Toutes les machines et appareils sont à l'intérieur. Pour simplifier les réparations, j'imagine. Par chance, ça facilite aussi le piratage. Il me manque une machine à café et j'en fais mon nouveau bureau. Nickel, on va se rapprocher des coordonnées du dossier. C'est à 20 km à l'est de notre position. Pendant ce temps, essaye d'avoir une photographie satellite de la zone, que l'on sache à quoi s'attendre. Pas de souci, chef. La route où nous menons à l'est est clairement une route de campagne, sur laquelle on peut notifier les marques laissées par la guerre. Beaucoup d'ossements sont restés et les rats et autres vermines pullulent dans cette atmosphère, qui semble faite spécialement pour eux. Il n'y a aucun signe d'autochtones dans le coin. Ces lieux en ruine ne doivent plus intéresser personne. Mais soyons prudents tout de même. Les vagabonds aiment ce genre d'endroit, et je ne tiens pas trop à rencontrer ceux de cette époque. Après 5 kilomètres de route, une de mes craintes devient réelle. Devant moi, de petits cercles d'acier jonchent le sol, mal dissimulés entre des cailloux et de l'herbe. Roy, on va devoir commencer à faire attention où l'on marche, la zone est minée. Bien reçu, j'ouvre l'œil. La zone minée s'étale sur plusieurs kilomètres et finit à l'entrée d'un village totalement en ruine et pillé, à tel point que les lieux sont très méconnaissables. Mais passons. Nous finissons enfin par arriver aux coordonnées indiquées, qui semblent être celles d'un ancien fort, au sommet d'une colline, au centre d'une ville appelée Yaoundar. Le fort semble très ancien et son architecture semble venir de l'époque médiévale de l'espèce autochtone. Je vous vois sur les images satellites. Vous devriez trouver une entrée légèrement vers le nord-est, s'exprima Ross. Effectivement, des éboulis dans la muraille nous laissent un passage pour pénétrer à l'intérieur de la cour de l'édifice. Une atmosphère étrange pèse sur les lieux. Ils ont l'air d'avoir été abandonnés depuis très longtemps. De légères marques de vie faisant surface ici et là. Des assiettes sur une table, un ancien feu toujours en place, comme si toute cette zone avait perdu ses habitants et que personne, ni individu, ni animaux, n'y a pénétré dès lors. Notre objectif semble se trouver quelque part dans ce fort, caché dans les profondeurs. « Attendez, demanda Ross. L'objectif a l'air de se trouver au fond du puits, à l'arrière du fort dans une petite cour. Vous devriez pouvoir y accéder en prenant les escaliers sur votre droite. Ils mènent sur les remparts. Je ne vois pas de moyen ou de construction traditionnelle pour descendre, mais la chute ne devrait pas vous faire bien mal pour accéder au puits. Ok Ross, on va aller voir. Suivant les indications de notre collègue, nous nous retrouvons rapidement face au puits en question. Roy prend une pierre et la jette dedans, histoire de s'informer de la profondeur. 2 secondes plus tard, un son retentit. Il y a un souci là. Le calcul nous indique 20 mètres de profondeur. Mais quel puits ne va qu'à 20 mètres? Un puits qui a été condamné, je dirais, lui répliquai-je. Grâce aux jumelles de vision nocturne de l'entreprise,
Je peux voir que le fond du puits n'est qu'un éboulis de pierre. Il va nous falloir remonter à l'époque où le trou n'était pas condamné, on dirait, Ross. Tout est ok pour toi? On aura toujours le contact si on change d'époque? Ouais, Allison, tout est prêt, vous pouvez y aller. Selon l'analyse de leur civilisation, il faudrait que l'on fasse un bond de plusieurs siècles en arrière, 600 ans pour être sûr, m'informe Roy. Je te propose qu'on aille derrière ces caisses, histoire de ne pas être surpris par les autochtones de l'époque. Je me rappelle encore du massacre de Roenal. Une fois les coordonnées temporelles entrées dans nos Timlink, un gros bracelet permettant le voyage dans le temps, la procédure s'enclenche. Et dans un petit éclair de particules, nous voici au même endroit 6 siècles auparavant. Arrivé à l'époque réussie, tu nous reçois, Ross? Dis-je alors. Je te reçois quasiment sur 5 déchants. Ici, on te reçoit quasiment 5 sur 5. Espérons que la communication tienne en profondeur. Je vérifie le puits. Les éboulis n'ont pas l'air d'être présents et la vie non plus d'ailleurs. Le lieu a l'air aussi désolé qu'à notre époque et datant d'au moins autant d'années. Roy, tu tiens la corde d'en haut? Je vais descendre en première. Pas de souci, Allison, répond-il en lâchant une longue corde dans le puits qu'il a accrochée à un arbre trônant près des vestiges d'un banc, sûrement utilisé quand les habitants voulaient profiter du jardin en plein été. Je commence donc la descente en rappel, sécurisée par Roy. Les parois de briques laissent vite place à des parois taillées dans la pierre. J'ai déjà parcouru une centaine de mètres et je n'aperçois pas le bout. Roy, Ross, vous me recevez toujours? Le puits est vraiment profond. Je doute que tu nous entendras quand on sera au fond, Ross. Je sois mal la corde quand tu fonds. J'imagine que c'est Roy qui répond, la mauvaise réception m'empêchant de reconnaître distinctement la voix. Je suppose qu'il m'invite à tirer sur la corde quand je serai à plat. Toi. J'imagine qu'ils doivent mieux s'entendre entre eux que je ne les entends. La corde commence à se secouer. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Roy, tu me reçois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me fais remuer comme ton jus d'orange du petit-déj? Croche, tourne, hostile, doigt, cher. Mauvais signe. La corde bouge de plus en plus et Roy vient de lâcher. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je commence à chuter, plus rien ne retient la corde. Il faut que je m'accroche quelque part. Dans un ultime effort, j'arrive à me raccrocher à la paroi. Les imperfections dans la roche me servant de prise, je vais devoir descendre en escalade et sans filet. La paroi est de plus en plus lisse et me laisse de moins en moins de prise. Un choc se produit sur ma combinaison, un caillou. Je lève la tête. Plusieurs cailloux et roches sont en train de s'écrouler. Ça explique les éboulis présents dans le futur. Oh non, un énorme rocher dévale le puits. Si je reste là, je risque de me faire écraser sans pouvoir demander mon reste. Plus qu'une seule solution. Sauter et espérer que ma combinaison compensera assez la chute ou que de l'eau m'attend au fond de ce puits. Lâchant mes prises, je laisse la gravité m'emporter. Le rocher se rapproche de plus en plus. Aurais-je le temps de l'esquiver? Après plusieurs bonnes secondes de chute, je craque. Ma gorge ne peut plus retenir le cri d'effroi qui veut en sortir. De l'eau. Le fond est bel et bien rempli d'eau. Victoire. Dans un énorme fracas, le rocher qui manque de m'écraser voit sa chute bloquée par sa taille et le rétrécissement du tunnel. Tandis que je plonge dans l'eau, au fond, la vision est à glacer le sang.
Des ossements de pauvres malheureux oubliés jonchent le sol. Je me dépêche de remonter à la surface où m'attend un spectacle inattendu. Une grande pièce magnifiquement taillée. L'eau dans laquelle je me trouve a l'air d'être celle d'une grande piscine. Les bords sont droits, 2 accès possibles, l'un vers le nord, l'autre vers le sud-ouest. Tout d'abord, sortir de la piscine, et puis... Roy, Ross, quelqu'un me reçoit? S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un me reçoit. Silence radio, personne ne m'entend. Et Roy, s'il va bien, ne peut même pas venir me retrouver. Les éboulis étant maintenant présents et l'empêchant donc de descendre. Enfin, essayons de remonter, peut-être que le signal sera captable. Le couloir vers le fond allant vers le haut, je décide de me diriger par là, prudemment. La chute a endommagé mon matériel et la vision nocturne de mon casque dysfonctionne. Je remarque plusieurs choses dans les quelques flashs de visuel que je peux avoir. L'architecture n'est pas du tout la même que celle des autochtones et elle me rappelle vaguement quelque chose, mais je n'arrive plus à mettre le doigt sur quoi. Plus je m'enfonce dans ce tunnel et plus l'atmosphère est pesante. J'ai repéré plusieurs pièges sur la route. Beaucoup de plaques sur le sol sont légèrement surélevées. Je dois faire attention aux endroits où je pose les pieds. Je ne souhaite pas me faire transpercer de flèches ou écraser par un gros rocher. Le lieu est très ancien. D'énormes toiles d'araignée me bloquent le passage, à tel point que je dois les écarter au couteau avant de pouvoir passer. L'idée de voir une araignée géante à la prochaine intersection me glace le sang, quand soudain une porte se dresse devant moi. Elle n'a pas l'air piégée. Clic. Oups. Des plaques commencent à pivoter et ouvrir des trous dans les murs, desquels sortent une horde de créatures à écailles, disposant de crocs, mesurant environ 30 cm de long. N'ayant pas l'air amical, je décide de ne pas m'éterniser ici. J'ouvre la porte et un mur. Une porte qui donne sur un mur. Bien joué, Allison. Tu n'as plus qu'à courir maintenant. Je me débats à l'aide de mon couteau face à ces violents lézards, puis réussis à faire demi-tour. Ces bêtes cavalant à mes trousses, plusieurs d'entre elles réussissent à me mordre à la jambe. La douleur me fait vaciller et je manque de tomber. Mais le mur me permet de me rétablir. Un bon coup de pied dans ce dernier me permet de me débarrasser des intrus sur ma jambe. Arrivée à la moitié du couloir, celle-ci s'arrête et se contente de me hurler dessus, comme pour me chasser. Pourquoi s'arrête-t-elle? Je retourne doucement vers elle. Mais non, aucun doute. Leur tentative de morsure me montre qu'elles ont toujours envie de me dépecer. Qu'est-ce qui les empêche de passer? La peur? Je continue d'avancer dans le couloir. Elles n'ont vraiment pas l'air de me suivre. Y aurait-il quelque chose de plus dangereux qu'une bonne centaine de lézards carnivores capables de me mordre la jambe, protégés par une combinaison faite pour résister aux chocs violents? Rien que l'idée ne me dit rien qui vaille, et effectivement, ma jambe saigne. De retour à la piscine, je prends le temps de la soigner. Nos combinaisons sont remplies à chaque mission d'un nécessaire de premier soin. Une bonbonne de spray à cellules humaines réparatrices. Les cellules contenues dans le spray viennent remplacer celles qui sont mortes ou manquantes en une application sur une blessure afin de tout remettre en place. Du matériel extrêmement cher et précieux. J'en aurai encore pour une potentielle blessure. Je vais devoir faire attention. Surtout que je ne sais pas encore quand je vais sortir de là. La réalité de la situation commence à prendre le dessus sur moi. Je sais que dans le futur, le trou est toujours condamné, donc impossible de remonter. Et dans le passé,
je ne pourrai de toute façon pas lancer le grappin jusqu'au sommet du puits. Voyager dans le temps ne me servira donc à rien pour sortir de ce mauvais pas, et les communications sont coupées. Je suis seule, perdue dans une cave oubliée. Je chasse ces idées de mon esprit. Elles ne m'aideront en rien pour sortir de là. Après l'application du spray, je me remets en route, vers le sud-ouest cette fois. Pour le moment, le couloir est à plat. Il ne monte ni ne descend. Après quelques mètres, j'arrive à une intersection, une vers le nord-ouest, l'autre vers l'est. Je ne vois d'escalier dans aucun des deux. Puisqu'il faut décider, je pars donc vers le nord-ouest. Les lieux ont l'air moins piégés que l'autre côté. En choisissant judicieusement les portes et couloirs, je finis par arriver dans une grande pièce qui ressemble à un amphithéâtre ovale. Sur les bancs, des cadavres en désordre complet, dont il ne reste que les os et quelques morceaux de tissu, font face à la scène sur laquelle se trouve un décor assez étrange. Le fond a l'air d'être celui d'un laboratoire. La vision nocturne faisant toujours défaut, je ne peux même pas scanner les écritures présentes sur les tableaux, histoire de savoir à quel peuple appartient le bâtiment que je visite. Un bureau est placé sur la droite de la scène, en face d'un gros rocher. Peut-être que je pourrais trouver des feuilles sur le bureau, ça me permettrait d'analyser les écritures quand j'aurai trouvé un endroit plus éclairé, ou un moyen de faire de la lumière. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut ici pour ça. Je décide de fouiller le décor. Il y aura sûrement un équivalent de chalumeau ou de bec-benzène, et bingo. Je découvre sur une étagère un briquet encore en état de fonctionner. Il ne me manque plus qu'un bout de bois, et j'utiliserai les vieux tissus dans la pièce pour me faire une torche. C'est moi ou le rocher vient de bouger ? Non, ça doit être la vision nocturne défaillante qui me donne cette impression. Je trouve dans la pièce un bout de banc en bois brisé. J'enlève le vêtement d'un des malheureux et je l'enroule autour du bout de bois. J'utilise un peu du désinfectant que l'on nous donne quand nous manquons de spray pour imbiber le tissu et l'enflammer. Je peux enfin désactiver cette vision nocturne défaillante. Mais le rocher n'est plus là. Une goutte de sueur froide coule le long de mon dos. Était-ce bien un rocher ? Après tout, il me semblait qu'il avait bougé. Tout bien réfléchi, je décide d'éteindre ma torche et de me cacher dans l'obscurité, ce qui est un bon réflexe. Maintenant que je voyais dans l'obscurité, une silhouette bougeait à travers les allées formées par les bancs. La vision nocturne ne me donne que peu de visibilité. J'espère que cette créature n'en a pas une meilleure. Caché derrière un banc, je découvre lentement ma tête afin de voir aux alentours. La silhouette a l'air de me chercher, quand soudain elle se dresse au-dessus d'un banc, deux pattes avant pleines d'épines, et dont les extrémités sont munies d'énormes doigts qui semblent déterminés à ne rien lâcher de ce qu'ils attrapent. La créature semble avoir une forme humanoïde, mais elle se tient et se déplace sur quatre pattes. Sa tête ne dispose d'aucun relief, hormis deux orbites sans yeux et une énorme mâchoire. Serait-elle aveugle ? Je préfère rester la plus discrète possible et ne pas chercher à avoir la réponse à cette question tout de suite. De rangée en rangée, je me rapproche doucement de la sortie. Et dans ma légère précipitation, j'écrase un ossement caché sous un manteau. Je me retourne doucement, la créature se rapproche. Pas le temps d'attendre, il me faut courir maintenant. Le monstre rugit de rage. Difficile de se dire que je suis la bienvenue dans sa tanière. Pas une minute à perdre. Je me précipite vers la sortie la plus proche, placée au pied de l'estrade. Celle-ci mène à un couloir descendant, c'est bien ma veine. La créature commence à me rattraper, et je laisse tomber le plus de choses entre elle et moi. Étagères, casiers, chaises, tout ce qui peut la ralentir, mais cela n'a pas l'air de suffire. Il va falloir que je trouve un autre moyen de lui échapper. Est-ce qu'elle dormait il y a une heure ? J'espère.
Essayons. J'entre rapidement les coordonnées sur mon téléporteur et je vois la mâchoire de la créature se refermer sur ma jambe, juste avant l'éclair salvateur me transportant 1 heure plus tôt, quand la créature n'avait pas encore eu vent de mon existence. Je décide de laisser tomber l'idée de retourner en arrière, emprunter une autre sortie de l'amphithéâtre. Si la créature était déjà en train d'y faire sa sieste, je ne ferais que me jeter dans la gueule du loup. Mieux vaut continuer à avancer au fond du couloir. Je me retrouve dans un dédale d'intersections partant dans tous les sens. Estimant être assez loin de la pièce, je décide de rallumer la torche. Notre équipement ne comporte pas de lampe torche, nos casques étant soi-disant une sans faille possible. J'irai faire un rapport sur le travail des techniciens quand je rentrerai. Je me souviens alors que j'ai récupéré des papiers dans la pièce, voyons ça. Naturellement, je ne connais pas cette langue. Je lance donc un petit scan. Nos bracelets disposant d'une encyclopédie linguistique quasiment infinie, je peux découvrir qui s'est installé ici. Langage non répertorié, aucune information. Comment ce n'est pas possible? Ce bijou de technologie peut traduire plusieurs millions de langues et dialectes afin de nous permettre de communiquer à travers tout l'univers et toutes les époques. Cette histoire me plaît de moins en moins. Pas le temps de se poser trop de questions. J'ai senti un courant d'air dans une intersection. Peut-être qu'il me mènera à l'une des sorties de cette satanée cave, qui est d'ailleurs étonnamment grande. J'ai pu apercevoir plusieurs pièces, chambres, bureaux. Il y avait même des pièces qui ressemblaient à des salles hospitalières, et aucune trace de la créature ou l'un de ses potentiels congénères pour l'instant. Ah! Un cri d'horreur et de douleur, retentissant sur les parois de la structure. Il y a quelqu'un d'autre ici, je ne suis pas toute seule. Est-ce que c'était Roy? Peu probable. Je ne devrais arriver moi-même sur les lieux que dans une bonne demi-heure, et ni moi ni Roy ne pouvions anticiper ce saut d'1 heure. Pas le temps d'hésiter. S'il y a quelqu'un d'autre ici, il faut que je le rencontre. Peut-être est-ce un autochtone qui connaît les lieux. Je cours le plus vite possible vers l'endroit d'où me semblent venir les cris. J'espère que je n'arriverai pas trop tard. Je ne suis plus très loin quand les derniers cris disparaissent, laissant place à un silence pesant. Et si c'était une victime de la créature, ne viendrais-je pas de me mettre en danger pour une cause perdue? Pas le temps d'y penser. Un dernier virage et je me retrouve devant la porte d'où venait ce cri d'horreur. Je n'ai jamais ouvert une porte aussi délicatement de toute ma vie. Une fois ouverte, la vision est horrible. La pièce est remplie de morceaux de chair et de sang encore chauds. Alison, c'est toi. Comment, qui est-ce? C'est moi, Roy. Une quinte de toux prend l'individu à la gorge. Roy, je suis en train d'halluciner ou quoi? Roy n'a aucune raison d'être ici. Qui es-tu? dis-je énervé. Poisson à la crème de soja glacé. Notre code, pour être sûr de ne pas avoir affaire à un usurpateur. Je m'approche du corps de l'individu, en tout cas ce qu'il en reste, et la vision me glace le sang. C'est effectivement Roy. Je pourrais reconnaître son nez asymétrique entre mille, une narine dont la paroi externe est inexistante. Je lui ai souvent demandé pourquoi il ne voulait pas corriger ça. Après tout, il gagnait largement de quoi faire l'opération. Il me répondait systématiquement que c'était la trace d'une erreur du passé, dont il ne pouvait pas se permettre de dissimuler les marques. « Roy, que s'est-il passé ?» Je m'approche de lui et m'agenouille pour lui tenir la main. Le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir te dire que tu dois me retrouver à un étage au-dessus. Prends ce papier
il y a un plan qui va te mener à moi. Dans son état, c'était un miracle qu'il puisse encore me tendre l'autre main pour me donner le papier. Son ventre est déchiqueté, une partie de ses organes internes était manquante. Une jambe a été emportée ainsi que le mollet de l'autre. J'essaye de tourner ça de toutes les manières différentes dans ma tête, mais je ne voyais pas comment je pourrais le faire survivre à tout ça. Tu n'aurais pas tout simplement pu crier pour m'avertir? Non, mais tu devras le comprendre plus tard. Retrouve-moi et je t'avoue que si tu trouves un autre moyen, je serai preneur. Dans un dernier souffle, Roy s'éteint devant mes yeux écarquillés, impuissante à ce qui venait de se passer. J'ai déjà perdu beaucoup de compagnons, mais cela fait maintenant un moment que je connais Roy. On a étudié ensemble et depuis on travaille dans la même équipe. Mais je dois le retrouver. J'ouvre le papier. Des coordonnées temporelles y sont indiquées, ainsi que le chemin à suivre jusqu'à lui. Environ 2 minutes. La créature n'étant pas loin actuellement. Je me dis que le plus simple est encore d'y aller maintenant. C'est dans 5 heures. Je retrouve le corps de Roy 5 heures plus tard, un peu plus dévoré par la créature. La haine me prend aux tripes. Ce monstre laisse ses victimes à moitié mangées pour pouvoir les dévorer plus tard. Roy ne mérite pas ça. Il faut que je trouve un moyen de le sauver. Je suis le plan minutieusement, prêtant attention à la présence éventuelle de pièges et à la créature à chaque couloir. Chaque pièce que je traverse semble être un nouveau réfectoire pour la créature. Bien que peu dispose encore de viande fraîche, je traverse même une pièce transformée en véritable fosse septique. Heureusement que l'isolation de mon casque fonctionne encore. Je n'ose imaginer l'odeur des lieux. Je finis par parvenir au dernier couloir. Je peux voir la pièce dans laquelle je suis censée retrouver Roy. L'émotion m'envahit quand je le vois debout, vivant devant moi, et je ne peux m'empêcher de l'agripper, comme pour m'assurer que ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'est bel et bien lui. Ah, je te retrouve enfin. Ton communicateur est cassé, j'entends des grésillements dans mon casque. Eh, ça va aller, t'inquiète, je t'ai retrouvé, me dit-il toujours avec ses grands airs. Je me ressaisis avant de lui répondre. Il ne vaut mieux pas lui dire que je viens de le voir mourir sous mes yeux quelques minutes auparavant. Je commençais à m'inquiéter, j'ai perdu le contact avec vous et j'ai découvert une créature peu accueillante ici. Vaut mieux ne pas traîner dans le coin. Maintenant que je t'ai retrouvé, tu peux me dire si tu as le signal avec Ross? Oui, enfin non, je l'ai perdu il y a environ une demi-heure, quand je suis arrivée au début du dédale de pièces, mais je sais où est la sortie. Il ne reste plus qu'à récupérer ce pourquoi on est venu et on pourra y aller. Tu as réussi à suivre le signal, c'est lui qui t'a mené ici. En effet, ça a été compliqué de trouver la bonne fréquence, d'où mon retard. Mais on devrait être en possession de l'orbe bientôt. Il n'est plus très loin. C'est sûrement pour ça que le puits avait l'air d'être le meilleur point d'entrée. Bon, alors récupérons l'orbe et quittons cet endroit, le plus tôt sera le mieux. Je te suis, c'est toi qui as la boussole. Je devrais être rassurée d'avoir retrouvé Roy, mais l'idée de ne pas réussir à le sauver me faisait tourner en rond. Au fait, comment tu m'as retrouvé? Demande-t-il, comme si ce n'était pas la pire question à me poser à cet instant précis. Eh bien, je suis une leaduse intelligente. Je t'ai demandé d'aller me chercher là où j'étais perdue et de me remettre ce papier. Un plan avec les coordonnées horaires de notre rencontre. Je n'étais pas très loin de la sortie quand tu m'as donné ce papier. Quand on aura l'orbe,
également proche de la sortie, tu n'auras qu'à aller aux coordonnées que je t'indiquerai pour me trouver et me le remettre. En effet, c'est plutôt un bon plan, un peu contre les règles de l'entreprise, mais je pense que vu le bourbier, il faut bien ça. Tu m'as dit avoir vu une créature dans les environs. Je lui fais donc la description de ce que j'ai vu et lui raconte mon périple sur la route, en omettant le fait que je l'ai vu mourir dans mes bras, bien sûr. Je ne sais pas ce que peut être ce que tu me décris, mais je n'ai pas trop envie de le rencontrer, si c'est lui qui a dévoré tous ces gens, me répond-il alors. Au fait, toi qui t'y connais mieux, tu sais où on est. Je veux dire, j'ai réussi à récupérer des informations, mais impossible de les traduire, ce qui arrive peu souvent. De ce que j'ai pu voir en entrant, nous sommes sûrement dans un vaisseau spatial, un énorme vaisseau de colonisation. Je n'ose pas imaginer à qui il appartient. Comment ça? Eh bien, je n'ai pas encore assez d'informations, mais il y a 2 hypothèses possibles. Soit nous sommes dans un vaisseau d'une civilisation que nous n'avons simplement pas encore rencontrée, venant d'un plan inconnu de l'univers, même si ces derniers sont rares. Ils sont assez grands pour cacher des peuples que l'on ne connaît pas encore. Soit c'est un vaisseau des Aïdiraï. Il s'agit de la première civilisation, celle qui connaît tous les secrets et mystères, disparus avant le début des conquêtes spatiales des autres espèces de la galaxie. Même l'humanité ne comprend pas tous leurs secrets. Ce serait fantastique que ce soit un vaisseau aïdérien s'il n'y avait pas eu autant d'hostilité. Oui, nos amis antiques n'aimaient pas partager leurs découvertes, et même aujourd'hui les vestiges étudiés sont des mines d'or pour ceux qui arriveront à les utiliser et les faire fonctionner. Si notre objectif est l'un de ces outils, je sens que je vais devoir m'y coller pour le déverrouiller. Bien que notre conversation soit active, nous discutons le plus discrètement possible, et de couloir en couloir, nous nous approchons de la destination. La vue de ce qui nous attend nous paralyse littéralement. Au fond, au niveau d'une intersection, la créature avance doucement vers nous, épiant le moindre bruit suspect. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, et cette créature est réellement énorme, aux abords des 2,50 m. Chacun de ses pas soulève la poussière. Elle s'approche petit à petit de nous, sans nous remarquer. Notre position immobile nous est une grande aide. En effet, ta créature est aveugle, me souffle Roy discrètement. Ce qui suffit pour que la créature tende l'oreille dans notre direction. Ses crocs acérés sont les seuls repères visuels dans l'obscurité. Mon casque fonctionne de moins en moins, et d'un coup Roy me pousse contre le mur, me faisant signe de bouger le moins possible. La créature continue d'avancer, doucement, comme si elle essayait de percevoir chaque détail de ce qui l'entourait. Elle se fait de plus en plus proche. Je peux entendre le bruit de sa respiration. Je me dis qu'elle doit pouvoir faire de même, malgré le casque, car elle a réagi à la voix de Roy tout à l'heure. Je me retiens de respirer lorsque son gros corps commence à passer devant nous. Si cette dernière remarquait notre présence, je ne suis pas sûre que nos couteaux suffiraient à nous défendre. Ses poils frôlent mon armure, il ne faut pas que je bouge. Allison, tu vas devoir imiter le meuble et surtout ne pas bouger. La créature s'éloigne enfin. Elle n'a pas l'air de nous avoir remarqués. Elle continue sa route dans le couloir, puis s'enfonce dans un autre, hors de notre vision. Je tourne mon regard vers Roy, qui me fait signe de ne pas bouger tout de suite. Après 2 bonnes minutes, la pression retombe. Aucun signe du monstre. Nous sortons de nos positions immobiles. Nos missions seraient quand même plus faciles si on avait droit aux armes, me dit Roy. Roy, tu sais très bien que l'on n'aura jamais ce droit. Les règles de l'entreprise sont formelles là-dessus. Aucune arme pour les archéologues. Nous sommes censés ne blesser personne, encore moins les tuer. On pourrait changer le cours des choses sans le vouloir, sur un coup de rage.
Tu crois que tu aurais été capable de ne pas défendre ces enfants esclaves sur Virkon? Je sais, mais dans des missions comme celle-ci, je ne vois pas ce que tuer cette créature pourrait changer au futur, surtout si elle cherche à nous dévorer. Nous continuons notre route et finissons devant une grande double porte. L'objet se trouve derrière, on dirait la salle des machines du vaisseau, m'informe mon collègue, que je ne sais toujours pas comment sauver. Je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi il s'est retrouvé devant moi 6 heures auparavant. Alors récupérons-le et finissons-en avec cette histoire. Nous poussons la porte qui nous sépare de notre objectif. Devant nous, une pièce ronde, une plateforme nous mène au milieu de la pièce, d'où s'érige une pointe, sur laquelle est posé un orbe. Vu la puissance du signal actuellement, ça m'a bien l'air d'être ça. Roy s'approche de l'orbe, il est couvert de poussière. Bon, vas-y Roy, prends-le et on se casse, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Roy dévisse l'orbe de son socle, ce qui ne semble plus être une si bonne idée, maintenant qu'une alarme stridente résonne à travers les murs de la pièce. L'alarme retentit à travers les couloirs, suivie par une réponse pleine de haine. Le cri puissant de la créature nous parvient aux oreilles. C'est elle où nous sommes? Est-elle en train de courir pour nous attraper? On n'a pas le temps de rester là, Roy, on se dépêche. Alors s'entame notre course vers la sortie. Roy passe devant, il connaît le chemin. Ross, tu vas pouvoir nous rejoindre à terre, on sort de la grotte. Il va nous falloir le matériel d'abri le temps que la cavalerie vienne nous chercher ici. Je n'entends pas la réponse de Ross, mais au vu de la réaction de Roy, celle-ci doit être positive. Plus nous courons dans le dédale de couloirs, plus la charge du prédateur se fait sentir. La poussière commence à tomber des murs au rythme des pas de ce mastodonte. Et bientôt, nous le voyons débarquer derrière nous. C'est un véritable coureur. Il ne va pas tarder à nous rattraper. Comme tout à l'heure, j'essaye de mettre le plus d'obstacles entre lui et nous, jusqu'à voir avec effroi que nous arrivons dans la pièce où j'ai rencontré le Roy mourant. Sans prendre garde, je ralentis le pas. « Attention, Allison, derrière toi !» Tout cela se passait trop vite, le temps de me retourner. La créature fondait sur moi, toute griffe sortie prête à m'attraper. Quand tout à coup un poids me bouscule, me permettant d'échapper à la charge. « Roy, c'est Roy qui vient de me pousser. Il se fait attraper à ma place. Non, cette fois, je ne le laisserai pas disparaître. » Prenant mon courage à 2 mains, je saute sur le dos de la créature, mon couteau à la main. Même si je ne lui fais que des blessures superficielles, je peux m'acharner jusqu'à ce qu'elle le lâche. Un véritable rodéo commence alors entre le monstre et moi. Celui-ci tente de m'attraper de ses griffes, mais son large dos me procure un abri acceptable, l'empêchant de m'agripper. Pendant ce temps, Roy reprend ses esprits, mais le monstre ne le laisse pas tranquille. Il se désintéresse de moi, me laissant lui asséner plusieurs coups de couteau, et se débat dans un cri de rage. La créature me repousse de son dos, je roule sur le sol pendant qu'elle me hurle dessus avant de charger. J'ai à peine le temps de rouler hors de sa trajectoire avant que les roches du sol ne me fassent comprendre, par leurs dégâts apparents, que j'ai bien fait de ne pas finir sous elle. « Quand est-ce que je dois aller te remettre le papier ?» me demande Roy. « Tu crois vraiment qu'on a le temps pour ça? Repoussons d'abord la créature. On n'y arrivera pas. Il faut que l'on fasse un saut de plusieurs heures. Oui, ainsi la créature ne sera plus là et Roy n'aura pas à mourir. Allons-y, c'était il y a 6h30, c'est parti. » Je m'éloigne de la créature le plus possible pendant que Roy entre les coordonnées. Faire diversion, empêcher cette infâme bête de s'intéresser à mon collègue. « C'est bon, Allison, on peut y aller. » Roy a lancé un transfert groupé. Il faut que j'aille à lui pour que l'on puisse effectuer le saut. Oh non! Le bracelet de Roy commence à s'enclencher, propageant quelques éclairs de particules. Il émet un signal sonore de préparation. Signal qui enrage la bête, laquelle se tourne vers son porteur.
Encore un de ces instants qui se déroulent trop rapidement. J'ai beau courir vite, aussi vite que je le peux. La créature l'est davantage. La créature attrape Roy, qui lâche l'orbe, avant de disparaître avec elle dans un éclair de particules. J'entends le début d'un cri, dont le souvenir de la fin résonne encore dans mon esprit. Il est déjà trop tard. Je ne peux plus rien faire pour Roy. Je retrouve en observant les restes de son corps encore un peu plus dévorés que quand je l'ai rencontré mourant. Il avait l'air de savoir, il devait être plus observateur que moi. Je récupère l'orbe, d'un pas lent, abattu par mes pensées et la tristesse. Se rendre à son point d'arrivée ne servirait à rien. Les crocs lui arrachaient le ventre avant le saut. Je n'aurais aucun moyen de le soigner, et il ne survivrait pas à un saut avec les tripes à l'air. Résignée, je me mets en route vers la sortie. La bête n'a pas l'air d'être dans le coin. Je sens le courant d'air menant à la sortie. J'ai envie de tout faire sauter, écraser ce monstre et le faire disparaître à jamais avec son vaisseau nid. Mais le sacrifice de Roy ne doit pas être inutile. Les recherches dont dépend l'orbe étaient aussi importantes à ses yeux que tout son travail jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était motivé pour cette mission. Je ne peux décrire la joie qui m'inonde en voyant les rayons de soleil pénétrer le bout du couloir dans lequel je m'engouffre. Je vais enfin pouvoir sortir de cette maudite structure. Je ne manquerai pas de demander à l'entreprise de la faire péter à mon retour. Même si je doute avoir gain de cause, il me plaît de penser que ce sera possible. L'adrénaline commence à retomber et je me rends compte que la douleur que j'éprouve à la jambe, la créature avait bel et bien réussi à me toucher tout compte fait. Je décide de sortir le spray de ma combinaison quand je l'entends, ce pas singulier et lourd faisant trembler les murs et retomber la poussière. Je me retourne délicatement pour constater avec horreur que la créature au bout du couloir avance d'un pas sûr vers moi. Je remarque ce son venant de l'orbe que je porte. Il est très faible, mais la créature semble l'entendre et s'avance de plus en plus. Je tente de courir, mais avec ma jambe, je ne réussis qu'à boiter vers la sortie. Peut-être que Ross est déjà là-bas, je l'espère. Il a pas mal de matériel dans l'abri portatif et sûrement quelque chose qui pourra arrêter cette bestiole. La sortie n'est plus très loin, mais la bête gagne du terrain. Accélérant son pas de plus en plus vite, frénétique, la lumière, la sortie, l'air frais, je n'ai pas le temps de m'en réjouir, la créature est à mes trousses. Je m'engage vers la sortie, quand la créature me rattrape finalement, les griffes tendues dans ma direction pour s'emparer de l'orbe bruyant. Arrivé à la lumière, ses griffes se rétractent, de la fumée en jaillit. Cette bête est sensible à la lumière du soleil. La chance m'a enfin souri. Elle ne peut pas sortir, la lumière l'empêche de m'atteindre, je suis sauvée. Dans un ultime effort, je m'éloigne de la sortie, m'écroulant de fatigue sur le sol rocheux de la surface. Mon ascension n'est pour autant pas finie. L'entrée était dans une profonde crevasse, et toujours pas de nouvelles de Ross. J'imagine qu'il a dû établir le camp en haut. De longs efforts plus tard, et quelques soins une fois hors de danger, je parviens à m'extirper de la crevasse et retrouve Ross. Il se jette sur moi pour m'aider à me relever. « Allison, ça va ?» J'ai appris pour Roy. J'ai tout entendu à travers les communications. Je savais que vous connaissiez depuis longtemps. Mes condoléances. Je le connaissais depuis peu finalement, et j'ai également eu mon lot de pertes. Je sais ce que ça fait. Merci, Ross. Oui, ça va. L'abri est monté? Oui, chef. Les collègues devraient arriver dans 3 jours maintenant. Un vaisseau furtif devrait nous contacter d'ici là. Très bien. Je profite de ces 3 jours pour écrire mon rapport et exposant ma demande. Sceller à jamais cette crevasse, que plus personne ne vienne alimenter cette créature, jamais. J'en profite aussi pour faire une sépulture pour Ross,
assez rudimentaire et plus symbolique qu'autre chose. Il m'avait expliqué comment les premiers humains avaient conçu leur statue de terre cuite. J'utilise la même méthode pour faire son visage, sur une dalle de pierre que j'ai réussi à tailler à peu près plate et lisse. Au bout de 3 jours, le chasseur furtif nous contacte, nous donnant le signal pour récupérer le matériel de l'abri. En entrant à bord, je jurerais entendre le cri de la créature s'élevant de la crevasse. Un dernier signe de présence, me laissant partir avec une sueur froide vers la civilisation. Les prochaines missions ne seront sûrement plus jamais aussi attrayantes. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.